Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de Quelle comédie, le podcast, avec cette semaine une nouvelle plongée dans la fabrication du soulier de satin, donné en alternance salle Richelieu jusqu'au 13 avril, après Éric Ruff et Baptiste Chaboty, alias Rodrigue, après Marina Hans, Prouez et Christian Lacroix qui signent les costumes. Je reçois deux personnes tout aussi essentielles dans cette folle aventure théâtrale, le créateur lumière et le créateur son. Ils me diront si c'est ainsi qu'ils veulent que nous les appelions. Bertrand Couder et Samuel Robineau, bonjour. Bonjour. À tous les deux. Bonjour. Alors Bertrand Couder, vous êtes un éminent créateur lumière, vous officiez au théâtre, à l'opéra, vous collaborez avec les plus grandes scènes internationales, les plus grands metteurs et metteuses en scène, vous avez notamment travaillé avec Patrice Chéreau, vous avez travaillé avec le chef Daniel Barenboim, avec Bartabas, avec Luc Bondy, bien sûr avec Éric Ruff, je fais très vite, Éric Ruff que vous retrouvez une fois encore ici avec le soulier de satin. Samuel Robineau, vous faites partie de la promotion 2024-2025 de l'Académie de la Comédie Française, dont on a déjà parlé un certain nombre de fois à cette antenne. Vous êtes diplômé du Master Son de Louis Lumière, vous êtes donc un expert de la création sonore et c'est vous qui signez le son de cette pièce fleuve de plus de 6h30 sans les entr'actes, sans la pause dîner, une mise en scène voulue par Éric Ruff à l'os. Éric Ruff fait ici le choix de l'épure. Le son et la lumière, dans ce choix artistique-là, sont donc éminemment importants, ils sont essentiels, structurels dans cette mise en scène où il y a peu ou voire pas de décor, au même titre que les costumes de Christian Lacroix. Bertrand Couder, Samuel Robineau, quel a été le brief de départ ? Comment est-ce que cette histoire commence ? Qu'est-ce que vous raconte Éric Ruff ? Que vous demande-t-il au tout début du projet ? Samuel Robineau. Pas grand-chose. Enfin, en tout cas, sur les demandes en termes de son, au départ, c'était pas grand-chose. Il a commencé en fait par nous... Enfin, le départ, c'était nous expliquer le projet et nous expliquer sa vision du projet. Et moi, une des choses que j'ai gardées et qui m'a semblé hyper importante dès le début, c'est cette histoire de traversée, quoi. C'est-à-dire que c'est une pièce qui se passe énormément sur la mer, qui se passe entre plusieurs continents, avec des voyages dans tous les sens, des histoires d'amour avec des protagonistes qui sont séparés aux quatre coins du monde. Et c'est une pièce donc, qui dure, comme vous l'avez dit, 6 heures. Donc c'est une traversée à la fois pour les personnages, mais c'est une traversée aussi pour les spectateurs et les spectatrices. Et c'est comme ça que nous l'a vendu Éric Ruff au début. Il nous a dit, j'ai envie aussi d'intégrer les spectateurs et les spectatrices dans cette traversée. Et du coup, moi, ça a été un peu mon point de départ, je pense, pour la création sonore du spectacle, c'est de dire comment faire en sorte que les spectateurs et les spectatrices se sentent intégrés dans cette traversée et se sentent... à l'intérieur de cet énorme bateau en fait qui est la salle Richelieu et comment transformer la salle Richelieu en un énorme bateau avec en plus toute la filiation qu'on connaît entre le théâtre et la marine. Et Éric Ruff use et abuse des métaphores marines, on le sait, avec son pull marin. Bertrand ? Je pense que le point de départ est un petit peu différent pour moi. Je pense que ça était surtout une envie de faire simple. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais avec peu d'éléments scénographiques, quelques toiles qu'avait voulu Éric et quelques accessoires, de raconter l'histoire. Donc la gageure et la difficulté, elle était raconter 6h30 de spectacle, avec des moyens relativement limités, une très simple scénographie faite de toiles. Et je vais rebondir sur ce que disait Samuel, qui était cette histoire de comment exploser le lieu théâtral
J'appelle pas ça un bateau, mais je comprends ce que veut dire Sam. Mais c'était surtout l'élargissement du plateau à la salle. Et ça, c'était vraiment, avec cette rupture du 4e mur, ça a été une chose qui est venue très très tôt dans les discussions avec Éric, que le premier rang de corbeille, le premier rang de balcon, ce soit les grands d'Espagne, lorsque le roi d'Espagne s'adresse à la salle. Et ça a été déterminant, plus la passerelle. Donc moi, je réagis plus... J'explique, il y a une passerelle qui est disposée au milieu du public, du parterre, en fait, du parterre. Au milieu du parterre. Et les acteurs et les actrices ne cessent d'aller et de venir sur cette passerelle qui est donc éclairée. Oui, alors c'est pas seulement une circulation, il y a vraiment des scènes qui sont données là-dessus, et des scènes très très importantes. Je pense à la fin de la 3e journée, la grande scène entre Rodrigue et Prouès. Donc c'est vraiment un endroit de jeu qui n'est pas seulement une façon d'entrer sur le plateau. Et de même, beaucoup d'interventions se font en salle. Et c'est vraiment cette rupture du 4e mur et cette intégration de la salle qui a été une chose qu'Éric a tout de suite mentionné et sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et je pense que le but ultime pour Éric, ou la volonté d'Éric, était qu'il y ait une espèce de porosité entre le plateau et la salle de façon absolument intégrale et sur la durée du spectacle. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de naviguer entre on se resserre, on rejoue sur le plateau, puis tout à coup l'espace est repris par les comédiens et les comédiennes qui vont aller sur le praticable, enfin sur cette passerelle en salle. Et du coup les codes de nous spectateurs regardant les gens sur scène, sur le plateau, sont un peu fluctuants. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé du travail d'Éric. Et qu'est-ce que ça change, par exemple, sur la lumière, d'intégrer la salle, le public, dans le spectacle? Alors, une grande difficulté, parce que la salle n'est pas faite pour être éclairée. Tous les éléments d'éclairage sont principalement sur scène. Donc, vouloir jouer dans la salle amène une difficulté, amène un aménagement en termes de conception lumière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en salle ? C'est pas fait pour. C'est pas fait. La salle, il y a un éclairage de salle de base qui était au départ ce lustre qu'il y avait dans les théâtres, mais c'est rarement. Ou alors, il faut que ça soit une salle polyvalente, c'est-à-dire une salle qu'on peut tourner dans tous les sens, du style la salle polyvalente aux Amandiers, qui est une salle qui est un cube avec un grill, c'est-à-dire un plafond technique, et on joue dans le sens qu'on veut, on met les gradins où on veut, on peut faire du bifrontal, trifrontal, frontal. La comédie française, c'est un théâtre italienne ultra classique. Voilà. Donc il n'y a pas de... Les possibilités en salle sont complexes. Donc ça, c'est la difficulté technique. Bon, alors évidemment, on trouve des solutions. Après, la difficulté dramaturgique, c'est quand est-ce qu'on rallume la salle, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on éteint le plateau? Voilà. Ça, c'est des questions qu'on s'est posées avec Éric tout au long du spectacle pour à la fois amener fluidité, une chose comme ça qui coule avec cette pièce sur la mer tout le temps. Donc on voulait vraiment cette chose-là, cette simplicité, et puis le fait que le public, sur un spectacle long, soit un peu plus actif, ou soit un peu plus englobé dans le projet théâtral d'Éric. Vous avez beaucoup tâtonné ? Oui, je pense qu'on n'a pas eu le temps de tâtonner, malheureusement. Enfin, il fallait être... On a tâtonné en salle de répétition. Là, lorsqu'on était en bas, on a essayé plein de choses, à la fois dans un espace qui n'est pas du tout l'espace scénique, et sur scène, une fois qu'on était au plateau, on a eu 34 services de 4 heures, pour vous donner une autre idée. Sur ça veut dire 34 répétitions sur le plateau, dans les conditions... Pour faire 6 heures de spectacle. Ouais. Donc c'est relativement court. Et donc ce temps, le tâtonnement, non, pas vraiment. Non. Fallait aller un peu au but, assez rapidement, dans une grande confiance avec Éric. Samuel, j'imagine qu'il vous faisait confiance, mais vous ne vous connaissiez pas, à peine. Il vous a choisi comme l'un des membres de l'Académie. Vous arrivez
dans cet écosystème qui fonctionne déjà presque tout seul. Enfin, j'exagère, mais Christian Lacroix, Bertrand Couder, Éric Ruf, c'est un trio qui tourne, ça tourne bien, ils se connaissent bien. Et vous arrivez là comme membre de l'Académie, vous prenez un peu la balle au bond, même si nous en discutions juste avant de prendre l'antenne, les répétitions, le vrai travail a commencé au moment où vous êtes arrivé avec l'Académie, mais la maquette a été présentée en avril, donc quelques mois avant, il y a déjà des choses qui étaient engagées, des discussions, des réflexions qui étaient engagées. Vous arrivez là, dans une troupe qui se connaît, avec un trio qui se connaît très bien. C'est une chance inouïe et un vertige. C'est une question qui n'en a pas l'air. C'était pas évident du tout. Bertrand a dit qu'on n'avait pas trop tâtonné. Moi, j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup plus tâtonné, surtout effectivement pendant ces 2 mois et demi de travail en salle de répétition, où au début, je ne savais pas exactement ce qu'on attendait de moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que le fait qu'Éric ne me demande rien en particulier, ou enfin, c'est pas vrai, il m'a demandé plein de choses, mais qu'il n'y ait pas une demande très claire ou très spécifique à la base, ça voulait dire que en fait, il me faisait confiance aussi pour proposer des choses, pour investir cet espace sonore. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé, la première semaine, c'était assez vertigineux. C'est-à-dire que, mais pas que moi, hein, même tous mes camarades de l'Académie, on arrive là, on rentre directement dans le bain des répétitions du Soulier de Satin, et on se demande un peu ce qu'on fait là, quelle est notre place, quel est notre rôle. Et donc, moi, ça m'a vite mis... au début, j'étais pas hyper à l'aise, et du coup, en fait, très vite, j'ai demandé à Éric qu'on se voit, de prendre un rendez-vous avec lui pour qu'on discute, justement, du son. Et donc moi, pendant cette première semaine, ces premiers jours, donc les répétitions avaient commencé, on était déjà en train de travailler sur le texte, et donc j'avais déjà pris plein de notes, de dire ah bah tiens, à cet endroit-là, ça m'intéresse d'explorer ça en son, on pourrait travailler là-dessus, ça serait intéressant de voilà. Et donc pendant ce rendez-vous qu'on a eu finalement assez tôt, lui m'a donné un peu un cadre de travail en me disant bah tiens, ça serait bien qu'on crée une banque de sons autour de tel univers, tel endroit, des sons marins, etc. Et moi je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse si on travaille aussi là-dessus? Moi j'ai pensé à ça, etc. Il m'a dit il m'a dit essaye. Sens-toi libre d'essayer en répétition, de voir s'il y a des choses qui marchent, etc. Et donc ce que j'ai essayé de faire, au début assez péniblement, parce que à chaque fois que j'envoyais un son, j'avais peur que ce soit pas le bon moment, que ce soit trop, que... Là, vous êtes en plus face à la troupe qui répète. Oui. Et... Qui ne me connaissent pas non plus. Ouais. Donc c'était assez difficile au début. Et, il a fallu dépasser votre ego et votre peur. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à Bertrand, mais à un moment donné, on était dehors, on fumait une cigarette, il m'a dit... mais on était déjà arrivé au plateau à ce moment-là, il m'a dit, mais lâche-toi plus, t'es trop timide. Et il m'a dit, si t'es là, si t'es toujours là après 2 mois et demi, c'est que Éric, il te fait confiance, et tu m'as dit aussi quelque chose, tu m'as dit, si Éric te dit rien, c'est que c'est bien. Si ça va pas, il te le dira. Et du coup, à partir de là, ça a débloqué quelque chose, et ce qui a permis effectivement que... En fait, toutes les répétitions au plateau jusqu'à la fin, j'ai été beaucoup moins dans le tâtonnement et beaucoup plus dans l'efficacité de on va tenter, on va faire et on va voir ce qui marche et on va juste avoir une attitude de travail normale en fait. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps de comprendre ce que des comédiens m'ont dit aussi à la fin, après la première, des choses hyper gentilles. Ils m'ont dit, mais on a tous été hyper étonnés de voir à quel point Éric t'a fait confiance en 2 jours, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas compris tout de suite, mais... Ça, vous l'aviez compris, Bertrand? Parce que vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne? Oui, et puis je pense surtout que j'ai ressenti la même chose qu'Éric. C'est-à-dire, mais c'était des choses toutes simples. Quand on était les premières répétitions, il n'y avait pas le piano encore, les toutes premières répétitions, et il fallait juste envoyer l'enregistrement du piano. Et tu le faisais, Samuel le faisait avec justesse. Et c'était tout simple. Ça tient à ce genre de choses. Ouais, je pense que ça tient vraiment à ça, de se dire ah, c'est le bon timing, il a envoyé au bon moment,
L'intensité est juste. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, des petits détails. On est en salle de répétition, on a vraiment des moyens tellement limités. Moi, je faisais quasiment pas de lumière. Et du coup, je pense que la confiance, elle est venue aussi de « Ah, c'est pas mal, l'intention est juste, le niveau est juste. » Des choses comme ça qui sont des petits repères. Puis évidemment, après Vincent Leterme est arrivé avec son piano, et puis tu as arrêté de lancer les sons, enfin, la musique, mais tu as lancé tes sons. Et je pense qu'il y a cette chose-là, ce que je t'ai dit sur Eric, tant que c'est bon, tant qu'il dit rien, tu peux y aller. C'était la méthode que moi j'appliquais avec Patrice Chéreau. C'était tant que Patrice me disait Tant qu'on pas, avance. ça me dérange, on avance. Après, il peut te dire des choses à la fin de la répétition, ce que faisait Eric. Oui, bien sûr. Mais tant qu'on avance, et puis je pense que nous, l'équipe, là, les dinosaures, là... Christian Lacroix, les Eric larrons. Ruff et vous, et Vincent Leterme. Voilà, nous, les dinosaures aussi, ça fait du bien d'avoir du sang neuf. Vous connaissiez, vous, les dinosaures, comme vous dites, le goût d'Éric Ruff pour la langue de Claudel. Oui, c'est tout à fait. Et c'est pas anodin pour rentrer dans le travail que de connaître ça, que de savoir que depuis longtemps, il travaille, il mature ce projet. Ouais, surtout quand lui, moi, il arrive, il sait pas tout ça, en fait. Surtout quand moi, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, Claudel. Mais je crois qu'il était un peu tout seul sur cette obsession, peut-être non, avec Didier Sandre, avec Marina. Didier. Oui, ceux qui avaient pratiqué, ouais. Mais vous avez cette connaissance-là, donc il y a presque un attendu de la part d'Éric. Lui, il arrive, il ne sait pas. Claudel, c'est... Puis moi, j'ai vu le soulier de vitesse. Vous avez vu le soulier de vitesse, vous avez peut-être entendu parler. Oui, plutôt. Est-ce que le fait que ce soit le soulier et que ce soit Claudel, et que ce soit si long, et que ce soit si événementiel, ça change quelque chose, y compris pour vous qui êtes aguerris. Alors, je pense qu'on pense pas à l'événementiel. Ça, c'est pas une chose qu'on pense. Je pense qu'on pense surtout à la durée, qui est une chose inhabituelle. C'est le format, en fait, qui est inhabituel. Et moi, j'ai beaucoup pensé à attention, ne pas refaire les mêmes images sur 6 heures de spectacle. Et je pense que tu as eu exactement le même souci, surtout que Eric avait une obsession maritime pour le son. Il a une obsession maritime. Ouais. Et je pense que ça, c'était l'inquiétude la plus importante et celle qui a été constante. Jusqu'à ce qu'on fasse... C'est-à-dire de vraiment figurer par le son, la lumière, le voyage, le temps qui passe. Oui, et puis surtout avoir de la variété, que ça change. C'est-à-dire que les Baléares ne ressemblent pas à Mogador. Par exemple, ouais. Et puis que non seulement raconter une lumière géographique parfois, mais surtout une lumière du sentiment. C'est-à-dire, et que... comment je fais la fin de la 3e journée, pas comme je fais la première rencontre entre eux, Rodrigue et Prouez, voilà, des choses comme ça. Comment je vais faire la scène Prouez-Camille, qui est une scène d'une dureté, la scène où il lui lave les pieds, où il lave les pieds, où il la torture. Et c'était plutôt ça. Je pense que quand on fait les choses, on pense pas à un enjeu, on pense pas, enfin moi je pense pas au public, moi, je suis moi le premier spectateur. Du coup, non, je pense pas. C'est ça votre poste? Ouais. Si je premier spectateur. Ouais, et si je comprends pas, je peux même parfois demander à Eric, parce que si je ne comprends pas ce que recherche la mise en scène, je vais pas arriver à éclairer. Ou je vais éclairer. Par exemple, il y a une scène que moi j'ai refait, pas toi, mais moi je l'ai refait, je ne sais pas, 6-7 fois, qui est la scène journée 1, scène 2, c'est-à-dire Pélage, Balthazar. Je pense que celle-là, je l'ai refait 6 ou 7 fois. Et Eric m'a dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je comprenais pas. Et après, j'ai compris sur la fin ce que voulait dire Eric. J'ai fait une chose, pas forcément ce que j'ai fait de mieux, mais j'ai fait une chose au moins un effet, lumière qui tenait. Comment est-ce qu'on figure le temps qui passe et ce bateau qui avance à la fois au sens propre du terme et au sens figuré? Justement, moi, c'était un peu un des grands enjeux de la création sonore de la pièce. Ça a été de ne pas rester uniquement dans le figuratif. Parce qu'il y a évidemment... Pas que les mouettes, vous voulez dire. Pas que les mouettes, voilà. Et de deux manières, c'est que... Donc, j'ai pris le parti pris très tôt aussi pour... parce que fallait aussi avancer, de dire, il y a cet univers maritime, on va se baser là-dessus pour faire énormément de choses.
Donc il y a à la fois des scènes de mer avec un habillage sonore de mer qui est complètement réaliste, mais dans ce réalisme, moi j'ai essayé aussi justement d'aller chercher le spectateur pour qu'il se sente intégré. Donc là, ça va passer par un travail avec les enceintes derrière le public, par exemple, ou les enceintes au niveau de la coupole pour amener une espèce de sensation d'englobement, de rajouter des craquements de cales de bateau pour participer à cette immersion. Et puis après, il y a aussi plein de moments où je me dis... Parce que moi, en fait, très tôt, et ça c'est une image que j'ai depuis très longtemps, mais pour moi, la tempête, ça parle autant de la... et de manière générale, les puissances naturelles comme ça, la tempête, le feu, c'est des choses qui viennent aussi parler de l'intérieur, quoi. Et donc la tempête émotionnelle que traversent les personnages, moi je me suis dit très tôt, en fait ça peut aussi être... ça peut être figuré par ces mêmes tempêtes ou ces mêmes vagues qui sont les vagues de la traversée, quoi. Et donc il y a des moments où, notamment par exemple une scène avec musique, où j'ai repris ces vagues, mais de manière un peu déformée. Donc c'est des vagues que j'ai recréées en synthèse, et pour les décaler un peu, et pour faire monter cette espèce de bourdonnement intérieur qu'elle a sur une scène avec le vice-roi de Naples, donc qui est son amoureux. Et donc travailler un peu l'eau et la tempête de ces deux manières. Et puis aussi, un des gros enjeux, ça a été, justement pour travailler ce côté émotionnel, ça a été tout le lien entre Rodrigue et Proez, quoi. Mon souvenir, je l'ai vu, cette pièce, j'étais à la première, c'est qu'il y avait une espèce de bourdon. Est-ce que c'est mon cerveau qui a réinventé quelque chose, ou est-ce qu'il y a un bourdon, c'est un son comme ça qui court, qui est un peu là tout le temps? Est-ce que c'est réel ou pas? Alors c'est réel. Bon. Donc en fait, il y a ce concept de l'appel entre Proez et Rodrigue. C'est ils peuvent être ils sont vus une fois, ils sont aux quatre coins du monde, mais ils s'entendent. Ils s'entendent la nuit, ils s'entendent l'un l'autre. Et une grande partie de la pièce se passe sans qu'ils se voient. Et donc du coup, il y avait la solution un peu basique de dire on va enregistrer une voix off de Marina et de Baptiste, et de mettre des Rodrigue, des Proez, comme ça. Comme des sirènes. Comme des sirènes. Mais moi, ça m'intéressait pas tellement, et du coup, on en a beaucoup discuté avec Eric de ça. Et du coup, j'ai travaillé justement sur cet acouphène, en fait, parce que c'est une image qu'Eric a beaucoup utilisée aussi. C'est-à-dire c'est une espèce de voix incessante qu'ils entendent, comme un acouphène. Et quelque chose de presque insupportable. Presque insupportable, parce qu'il y a un moment donné où ça devient presque insupportable pour eux, quoi. Et donc c'est travaillé, à la base, ce son-là, c'est des sifflets de marine. C'est les sifflets qu'on utilise, que les marins utilisent dans la tempête pour pouvoir se repérer par rapport aux autres bateaux qu'ils voient pas. Donc ils se repèrent au son. Et donc en fait, il y avait ce truc hyper direct de l'appel qui est le sifflet de marin, quoi, mais détourné pour en faire des espèces de sifflets très aigus, et qui convoque cette image de l'acouphène. Et donc il y a plein de moments où effectivement moi ça m'intéressait de travailler sur est-ce que c'est audible ou pas, est-ce que le spectateur l'entend ou ne l'entend pas, qui est en fait ce que traversent Rodrigue et Proez dans la pièce, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les spectateurs? Eh ben... Vous avez eu des retours, vous écoutez les retours? Moi, personne ne m'a dit que c'était dérangeant. Mais c'est perceptible. C'est perceptible. Il y a même une scène notamment, justement la grande scène entre Rodrigue et Proez, où c'est quasiment imperceptible, mais ça dure tout du long. Et là, il y a des gens qui ne l'entendent pas. Mais c'est pas si grave. Mais le reste du temps, si, quand même. C'est quand même suffisamment audible pour qu'on finisse par comprendre que ce son-là, il est associé... Enfin, le but, c'est quand même pas qu'on passe à côté du truc, quoi. Mais pour moi, c'est quand même suffisamment audible pour qu'on comprenne, quoi. Bertrand Coderre, comment vous avez travaillé tous les deux? Le son et la lumière, ça travaille toujours ensemble? Franchement, franchement, super. Il y a la maturité. Non, je trouve qu'il y a une vraie maturité dans ton discours. Parce que tu comprends qu'il y a la chose sensible, ce que tu viens de dire. Tu as joué la spatialisation, comment les sons sont diffusés dans la salle.
Et il a eu la même interrogation finalement sur l'explosion du 4e mur que moi j'ai eu, en le faisant sur des scènes où moi je n'éclairais pas la salle. Donc ça c'est... Donc cette chose autonome C'est-à-dire que tu vous as passiez proposée, la main l'un à l'autre. et que finalement, oui, vous, spectateurs dans la salle, tantôt vous éclairez, tantôt c'était un son qui vous ramenait sur le même bateau que Rodrigue et puis les 5 ou 6 comédiens et comédiennes qui l'entourent. Et du coup, c'est ce ping-pong-là qu'on a joué ensemble, alors parfois... de concert, c'est-à-dire à l'unisson, et puis parfois chacun sa partition. Enfin, je me reconnais tout à fait dans ce que vient de dire ça, mais on pourrait l'appliquer à ce que je peux faire moi en lumière. Est-ce que les gens vont le voir, peu importe. Est-ce qu'ils vont le sentir, ça j'espère. Vous voyez, c'est plus des choses comme ça. À un moment, il y a un incendie, ça brûle derrière les gens. Je suis pas sûr que beaucoup de personnes dans la salle sentent que derrière eux, il y a une vibration qui se passe. C'est pas très grave en fait. D'abord, on le fait pour nous. Et puis, on le fait pour nous faire plaisir. On se dit, tiens, l'idée est intéressante. Mais je pense que vraiment, là, dans tout ce que tu viens de dire, ça, je suis absolument d'accord. Spatialisation, surprendre les gens. Enfin, c'est pas surprendre, les faire flipper non plus, mais cette espèce de ah tiens, je suis au milieu du bateau, tiens, je suis avec eux. Il y avait beaucoup ça, et ça, c'est tout à fait. Et c'est pour ça qu'Éric te disait rien, parce que ça, c'est d'une grande justesse, parce que c'est ça qu'Éric voulait. L'intégration du public. Le fait d'emmener les gens sur la durée, avec des moyens qui sont des moyens très simples. On n'a jamais cherché à faire un truc ostentatoire. Enfin, un son et lumière. Non, on le fait une fois parce que c'est l'illumination, mais parce qu'on est à fond en train de suivre le sens de la pièce quand on illumine Prouesse lorsqu'elle est son élévation et qu'elle veut pas redescendre chez les vivants. Mais là, c'était plus de l'idée du rayon X. C'est pour vous dire la manière dont on a travaillé vraiment tous les deux avec Sam et en concertation constante avec Éric. Il y a eu cette grande illumination de Marina, qui est un moment assez brillant du spectacle à tous les sens du terme. Et Sam, à un moment, a essayé de mettre un son. Et puis on en a discuté, et puis c'était pas mal, puis c'était pas vraiment ça, puis on a hésité, et puis ensemble, tous les deux, on s'est dit, finalement peut-être la lumière est plus puissante à ce moment-là, fais un son après. Mais ça a toujours été dans une discussion, parce que je trouve que Sam a une super sensibilité, et c'est vrai qu'à un moment je t'ai dit, vas-y, pousse les boutons, mais c'était plus un encouragement, parce qu'il a un super univers. Là, et vous, là où vous êtes à ce moment-là de votre vie professionnelle, et vous, Samuel, qui êtes un peu... voilà. Est-ce qu'il y a un avant et un après ce projet-là ? Ouais, pour moi, ouais. Moi, je pense que j'ai rien fait au théâtre d'aussi prenant constamment. C'était, je sais pas, on s'écrivait le dimanche soir avec Éric, on se faisait des mails dans la nuit. Il y avait des choses comme ça. Il y avait vraiment... Et pourtant, le temps de répétition était ultra court sur scène. C'était ces 4 heures, 5 jours par semaine, parce qu'il fallait lâcher... donc on avait vraiment un temps très intense sur le plateau. C'est le propre de l'alternance ici. C'est il faut le propre de laisser l'alternance, la scène. mais en général, on fait des spectacles qui font 3 fois moins de temps. Du coup, là, la difficulté, c'était de bien préparer en amont, de continuer à travailler une fois que la répétition. Bref, enfin, je sais pas, moi j'ai fait ça pendant... Moi, c'est un investissement très long, parce que moi j'ai fait ça quasiment du 4 novembre au 21 septembre, je n'ai fait que ce spectacle. Mais c'est un spectacle particulièrement, au-delà de la longueur, difficile, parce que Claudel, parce que non. C'est juste parce que Claudel, je trouve que moi, Claudel, comme ça, je veux bien en faire tous les jours. Ouais. C'est aussi que Éric a su, avec la splendide troupe, me faire aimer ça, la simplicité. Puis c'est une aventure picaresque. Voilà. Puis je pense que les coupes qu'a fait Éric vont dans le sens de plus de théâtre et peut-être un peu moins d'idées. Non, j'allais dire bondieuserie, mais c'est péjoratif, mais de spiritualité. Bondieuserie, c'est ce que je pensais avant de Claudel. La 4e journée, elle est encore un peu elle est bien chargée. Ouais, elle est bien chargée. Et mais je pense que je suis rentré dans cette langue, et puis je suis surtout rentré dans l'aventure. Ça, c'est pas tout à fait le terme, mais dans ce travail d'équipe. Et je pense que c'est ça qu'Éric a réussi, c'est qu'on a vraiment... Il a fédéré tout le théâtre. Et je pense que c'était sûrement son intention,
pour finir son mandat. Mais il a réussi ça très bien. Et puis l'intégration de l'académie et de jeunes actrices, camarades de la technique, comme ça, Mosson, ça a été très réussi. Il y a vraiment on a eu la sensation, en le faisant, qu'on faisait quelque chose de particulier. Et surtout, vraiment, on a été très, 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 regardant sur le planning. On a fait, Eric et ses 2 assistantes ont fait un découpage du planning avec Léonidas aussi. Et ce découpage qu'ils ont fait est vraiment essentiel pour qu'on puisse travailler très vite, mais dans des conditions satisfaisantes, surtout en se donnant l'idée de oui, on avance. Parce que vu qu'Eric et moi et toi, Sam, je pense qu'on avait tous la même peur qui était est-ce qu'on est inventif sur la durée ? Est-ce que c'est solide ? Parce qu'il faut penser, c'est ça la grande difficulté de répéter ici, il faut penser que vous répétiez en septembre, journée 4, scène 2, puis journée 1, scène 3, puis journée 2, scène 11, rien dans l'ordre, en fonction des disponibilités des comédiens et des comédiennes de la troupe. Donc cette difficulté qu'on avait d'avoir une image mentale, de voir l'arc complet de la pièce, ça on l'a eu relativement tard. Le premier filage, par exemple, c'est quand ? 3 décembre. Et on est arrivé sur scène le 5 ou 4 novembre. Ouais. Et vous jouez le 21 décembre ? Ouais, du coup 19 absolument. Pour la première couturière. Et du coup, pour revenir sur la question du tâtonnement que vous aviez posé tout à l'heure, il faut savoir qu'entre le 5 novembre et le 3 décembre, parce que j'ai fait le calcul, parce que je trouvais que ça allait très 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 vite, on faisait 20 minutes de théâtre utile, c'est-à-dire 20 minutes du spectacle par service de 4 heures. Je pense qu'en temps normal, je pense qu'on va faire, si on fait 8, 9, 10 minutes, on avance vraiment vite. Donc là, c'est pour vous donner l'ordre d'idée, on allait très très vite. Donc c'est pour ça que le tâtonnement, c'était juste vite, faut trouver, trouvons, parce que sinon je vais le revoir dans 15 jours, et c'est ce qui se passait. Et je pense qu'on a été tous rassurés au premier filage, sur scène, et bien sûr comédiennes et comédiens, Eric, et nous l'équipe, on a été rassurés quand on a vu, on a fait « Ah ouais ». Mais c'était une vingtaine de jours avant la première. Là, on a vu le brouillon, qui était plutôt pas mal dessiné. Il y avait quelques scènes qui sortaient du lot parce qu'elles étaient plus faibles, mais il y avait une super cohésion, enfin moi j'ai trouvé. Samuel, peut-être, le mot de la fin. Vous commencez par ça, c'est un cadeau et un malheur absolu. Vous demandiez s'il y avait un avant et après, et un après. Moi, il n'y a pas eu beaucoup d'avant et j'espère qu'il y aura beaucoup d'après. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un avant et un après cette pièce. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais, ça vous a fait gagner du temps ? Ça vous a fait Je pense que ça m'a fait gagner énormément de temps. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est propulsé au plus haut niveau instantanément en fait. Et aussi dans une salle qui est pas évidente. Acoustiquement, sonorement. Ça vous a fait passer toute l'étape des peurs, des doutes Je pense, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait ça, je vais pas dire que j'aurais plus jamais peur, c'est évidemment faux. Mais Bertrand dit non avec la tête. Non, mais Bertrand a raison. Tu gagnes des points de confiance, mais tu auras toujours peur. Mais ça donne confiance. Ça donne confiance en soi. C'est ça qui est bien. Mais c'est... tu commences dans cette maison avec un spectacle qui nous a plu à faire, et ça, je pense que le plaisir qu'on a pris et le fait qu'on ait travaillé en équipe et qu'il y ait une grande unité, je pense que c'est ça que les spectateurs et les spectatrices ressentent. On fait rarement un bon spectacle quand l'équipe se tire dans les pattes. Et là, on avait donc notre capitaine, Capitaine Ruff, et sa pipe. Ça vous rend accro si vous aviez des doutes sur votre... vos goûts professionnels, vos affinités. De toute façon, moi, je sais très bien que je continuerai à faire plein d'autres choses dans ma vie. Je sais pas si dans 15 ans, je ferai toujours du théâtre, mais ça, c'est une autre histoire. On verra plus tard, c'est pas grave. Mais Bertrand, t'as raison là-dessus, c'est que le contexte dans lequel ça a été fait et le plaisir dans lequel ça a été fait et la joie, en fait, dans laquelle ça a été fait et la cohésion de tout le monde, des équipes techniques. Moi, je suis aussi
hyper heureux d'avoir travaillé avec les équipes techniques en son de la Comédie Française, notamment Louis qui en fait a assumé toute la partie des micros, qui était quand même une très grosse partie. Et donc ils m'ont énormément accompagné là-dedans pour m'aider pour m'intégrer dans ce dispositif d'ici, quoi, ce dispositif technique, donc ça, merci à eux. Et, mais oui, cette cohésion générale, c'est... je pense que j'aurais pu me dire avant de faire ça, tu t'embarques sur le soulier de satin avec Éric Ruff à la Comédie Française, c'est un stress généralisé, c'est une pression gigantesque, c'est finalement une expérience horrible, quoi, pour quelqu'un comme moi qui débute encore. Et en fait non, c'était évidemment qu'il y a eu du stress, évidemment qu'il y a eu de la pression, mais c'était du travail, voilà, c'est ça. Mais sinon c'était très très agréable. Merci infiniment Samuel Robineau, Bertrand Couder, merci de votre temps, merci à Zélie Dallemagne et Andrea Villechange. Le soulier de satin, mise en scène Éric Ruff, en alternance salle Richelieu jusqu'au 13 avril 2025, de 15h à 23h30, mais il y a 2 entractes et une pause dîner. Voilà, à lundi prochain avec ma camarade Judith Chen. En attendant, bonne semaine avec la Comédie Française. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie Dallemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.